En Grèce, un coup d'État militaire renverse Papadopoulos qui s'est laissé surprendre sans la moindre résistance. Le général Gizikis, nouveau président, a déjà prêté serment. Au parti radical, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber pose finalement sa candidature et est réélu président par 520 voix sur 584 votants. Chili, où en est le nouveau régime? Hier, nous avons fait le point sur l'aspect politique. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux dressent un bilan économique. Le sport français en deuil dans la course autour du monde. Dominique Guillet, l'un des skippers du voilier 33, a péri, enlevé par une lame. Tiercé à Auteuil, après 5500 mètres d'une course pénible, on affiche Tirizano Furlevent-Rolla, c'est-à-dire 17,5, rapport 3261 dans l'ordre pour 3 francs, 652,20 sans ordre, et pour 2 francs couplés, 144,20. Vous verrez bien entendu le film à Sport Dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On commence à avoir quelques précisions sur le coup d'État militaire de ce matin en Grèce. L'armée dit avoir pris le pouvoir parce que le pays était, à son avis, au bord du gouffre comme en 1967. Nouveau président de la République, le général Gizikis, qui a prêté serment, est nommé déjà un Premier ministre. M. Papadopoulos, lui, a été destitué. On dément que l'ex-président ait été passé par les armes. Destitué, donc, il est gardé à vue dans sa résidence. Selon une dépêche Associated Press, il est encore trop tôt pour prédire ce qui va se passer, mais, dit AP, Associated Press, selon certaines indications, les nouveaux dirigeants demanderaient au roi Constantin de revenir. La radio militaire parlant aujourd'hui de l'armée de l'air a utilisé pour la première fois depuis 6 mois l'expression « armée royale », encore que dans l'entourage de Constantin, on est paru fort surpris par les événements de ce matin. C'est un général de 56 ans qui, depuis 11h15 ce matin, préside aux destinées de la Grèce. Fédon Gizikis, commandant la première armée basée à Larissa, à mi-chemin entre Athènes et Salonique, a réussi à prendre le pouvoir sans qu'une goutte de sang soit versée et sans que la police soit au courant. À 5 heures du matin, les chars ont repris possession d'Athènes et des villes grecques, tandis que des camions de troupes convergeaient vers les ministères, les bâtiments publics et la résidence du président de la République, M. Georges Papadopoulos. Celui-ci est en résidence surveillée ainsi que tous les membres du gouvernement de M. Markézinis. Les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie ont été destitués, la constitution suspendue et le couvre-feu instauré. C'est sur une base militaire que le général Gizikis a prêté serment devant le métropolite de Janina, devenant ainsi le nouveau président de la République. La cérémonie a été retransmise par la télévision et bon nombre de Grecs apprirent par le fait même le coup d'État. Un nouveau gouvernement présidé par M. Androusopoulos a été formé. Il a prêté serment sur l'Évangile tout à l'heure. Pour le moment, Athènes est calme, les rues sont interdites à la circulation, quelques groupes se sont formés dans le centre de la ville, acclamant l'armée. Cette armée qui, il y a 8 jours, matait la révolte des étudiants. Ce sont eux qui sont une des causes du coup d'État d'aujourd'hui. Le texte de la proclamation militaire précise: c'est pour faire face aux nouveaux dangers menaçant le pays, pour dissiper la confusion et assainir la situation, que l'armée a pris le pouvoir. Le président Georges Papadopoulos a donc été trahi par les siens. Il croyait avoir gagné la partie et promettait des élections générales. Mais l'armée ne l'a pas suivi cette fois-ci. Ce nouveau régime, que l'on qualifie de conservateur modéré, est cependant composé de purs, de ceux qui veulent faire revivre l'esprit de 67. Alors, l'ère des colonels est-elle terminée ou non? $529 et 47. 40. Voilà. De Toto. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Le président. je suis heureux de vous communiquer le résultat particulièrement brillant et éloquent qui, au scrutin secret qui nous a été demandé, par conséquent dans des conditions totales de liberté de vote, donne à Jean-Jacques Servan-Schreiber 520 voix. Élu sans être candidat, élu sans opposition, ainsi fut le congrès 1973 du Parti radical. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ah, mon ami.
Sans opposition, et c'est peut-être là le problème, car tous les opposants, les élus, les notables, ont quitté le parti depuis 2 ans. Ils sont remplacés par une nouvelle génération. Le Congrès l'a prouvé, le plus vieux parti de France est devenu le plus jeune. Le parti radical d'aujourd'hui ne ressemble en rien au parti radical d'hier, et c'est là le changement radical. C'est un nouveau parti qui devra, pour prouver qu'il existe en dehors de son président, faire ses classes, ses preuves, sinon ce congrès n'aura été que le congrès d'un homme seul. Jean-Jacques Savon-Schreiber, lui aussi, devra prouver que son parti n'est pas isolé. Dans son discours, il a demandé, pour faire face à ce qu'il a appelé la guerre économique, un gouvernement de salut public. Constitutionnel de qui que ce soit, ni de provoquer de nouvelles élections, ni d'attendre la moindre crise. Il faut que de l'Assemblée nationale telle qu'elle est, sorte un gouvernement de salut public. Un gouvernement de salut public ne se soucie en rien du dosage des étiquettes, il se groupe autour d'une volonté ferme et d'une politique précise et arrêtée, et il engage non pas des coalitions de partis, mais l'opinion publique, tous les citoyens, à lui donner la force nécessaire pour gouverner avec eux, et non pas en leur imposant quoi que ce soit. Ces temps sont révolus. Un gouvernement de salut public aujourd'hui, dans la guerre mondiale de l'économie, sera infiniment plus dur à mener qu'un gouvernement de salut public dans une guerre militaire, car le sacrifice, la mort, le sang dans une guerre militaire impressionne l'opinion de telle sorte qu'un chef de gouvernement peut demander beaucoup au pays. Mais aujourd'hui, il faudra faire comprendre au pays que ce sont les mêmes restrictions, les mêmes disciplines, les mêmes sacrifices volontaires qui seront demandés à tous les citoyens sans qu'il y ait de bataille militaire et d'héroïsme et de drapeaux. Il y aura de la sueur et des larmes. Tandis que les restrictions sur le pétrole sont partout à l'ordre du jour, la France demeurant d'ailleurs le seul pays de l'Europe des 9 à ne pas en subir, les chefs d'État d'une très grande majorité des pays arabes sont arrivés aujourd'hui à Alger. Ils sont une quinzaine de rois, de présidents et d'émirs pour la conférence dite au sommet qui commence demain. Parmi ces États, plusieurs pays producteurs de pétrole. L'un des buts des travaux d'Alger sera de définir de quelle manière il conviendrait de continuer à utiliser l'arme du pétrole. Les choses dépendront dans une large mesure de l'attitude du roi Faisal d'Arabie Saoudite, dont on dit d'ailleurs qu'à son retour d'Alger, il passerait par Paris. Le roi représente la tendance dure. Selon lui, les Arabes doivent jouer la carte du pétrole à fond, c'est-à-dire restreindre au maximum les exportations vers certains pays, afin de les amener à changer de position à l'égard du conflit du Proche-Orient. Notons à ce propos qu'Israël a accepté en principe de participer à une conférence de la paix avec les Arabes, laquelle doit s'ouvrir le 18 décembre. Jérusalem n'attend plus que d'être invitée officiellement. À Alger, 2 grands absents, l'Irak et la Libye. Le président libyen, le colonel Kadhafi, qui ne fait pas très bon ménage avec le roi Faisal, a tenu une conférence de presse ce matin même, avant de quitter Paris pour Malte en Méditerranée. Cette conférence de presse, les journalistes français et internationaux l'ont attendue pendant plus de 15 heures. En effet, le colonel Kadhafi s'était rendu à l'hôpital Saint-Antoine pour se faire un check-up complet en pleine nuit. Si la patience des journalistes s'est vue récompensée, leur curiosité n'en a pas été pour autant satisfaite. Le président libyen a en effet éludé la majorité des questions posées. Mais retenons, en dehors des simples oui et des simples non, quelques petites phrases ici et là. Il a affirmé par exemple qu'il ne reviendrait pas sur son refus de participer au sommet d'Alger. Il a adressé de vives critiques à certains pays arabes, dont l'Égypte et l'Arabie saoudite. Sur le roi Faisal, par exemple, il s'est contenté de dire, je cite, « il vend du pétrole ». Dans l'ensemble, sur le problème du conflit au Proche-Orient et sur son règlement, il s'est montré pessimiste et surtout plus palestinien que les Palestiniens eux-mêmes. Le chancelier Brandt sera demain à Paris pour 2 jours pendant lesquels il aura 6 heures de tête-à-tête avec le président Pompidou, 1 semaine après la rencontre de Chequers avec M. Heath, 2 semaines avant le sommet européen des 9 à Copenhague. À calendrier ouvert, l'importance de cette rencontre franco-allemande, qui a d'ailleurs lieu plus tôt que d'habitude, apparaît immédiatement.
le président Pompidou et le chancelier Brandt entreront dans le vif des problèmes politiques actuels. Proche-Orient, il n'y a aucune divergence entre Paris et Bonn. Leurs positions sont communes et réunies dans la déclaration des 9 de Bruxelles. Rapport Europe-États-Unis, il y a sans doute matière à discussion sur la façon de définir le dialogue avec les Américains, de même que sur la manière de concevoir la défense européenne, bien que Paris et Bonn soient d'accord sur la nécessité de maintenir les troupes américaines en Europe. Messieurs Pompidou et Brandt tenteront aussi de trouver une esquisse de solution au retard apporté à la construction européenne. Ils se concerteront sur la régularité des sommets politiques à 9. Enfin, et peut-être surtout, ils essaieront d'harmoniser leur politique anti-inflationniste et de rapprocher leur politique de l'énergie. Plus que jamais, pour Paris et pour Bonn, il est indispensable de trouver des réponses communes aux situations de pénurie présentes et à venir. Rapidité d'adaptation et de reconversion, c'est l'attitude qui a dominé aujourd'hui en Allemagne. Exemple significatif, ce loueur de voitures s'est transformé en loueur de calèches. Il profite de l'interdiction de circulation pour faire connaître ses activités et surtout le manque à gagner consécutif à la crise du pétrole qui privera dans les prochaines semaines la République fédérale de 20 à 25% de ses approvisionnements. Pour respecter les instructions du gouvernement fédéral, les Allemands ont donc redécouvert le silence et le calme de rues libres de toute circulation à moteur. Au-delà, sur les autoroutes, même calme inhabituel que dans les villes. Disciplinés, les Allemands ont assez peu souvent donné à leurs policiers l'occasion de les surprendre en infraction. Ces derniers avaient d'ailleurs pour consigne d'être assez tolérants pour ce premier dimanche. Conséquence la plus sensible de l'interdiction de circuler, les sites touristiques les plus courus étaient aujourd'hui de vrais déserts. Ce fut notamment le cas dans la vallée du Rhin, aux environs de Bonn et de Cologne. Les maîtres-queux avaient déserté leurs fourneaux, ils attendaient vainement d'hypothétiques clients. Aujourd'hui, nous craignons qu'il y a seulement 20 ou 30 personnes qui viennent ici. C'est très dur pour nous tous, c'est pour toute la branche. Et la réduction est, nous craignons, un tiers. L'hôtellerie et les activités de loisirs, ce sont les secteurs qui ont donc le plus souffert aujourd'hui en Allemagne. La plupart des Allemands ont pris leur mal en patience, sinon en plaisir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, la route a été ici l'unique propriété des enfants. Mardi, les députés reprennent le débat sur les projets sociaux et notamment le développement de l'actionnariat et des contrats d'intéressement et de participation. Ouverture du congrès de la Fédération de l'éducation nationale à la mutualité. Deux tendances s'affronteront, celle de la direction fédérale et celle du courant animé par les communistes. Jeudi, à l'Assemblée nationale, examen du projet de loi sur la modernisation des impôts locaux. En fin de semaine, 5 formations politiques réunissent des instances nationales. Samedi, congrès constitutif du mouvement des radicaux de gauche. Robert Fabre se représente à la présidence. Journée nationale d'action du mouvement des démocrates 5e, sous la présidence de Mademoiselle Marie-Madeleine Dienesch. Pierre Messmer prononcera un discours. Le Centre démocrate réunit son conseil national, désigné 3 semaines plus tôt à Mulhouse, avec Jean Le Canuet. Dimanche, première réunion du comité central de l'UDR élu aux assises de Nantes. Journée d'étude des centristes du CDP dont Jacques Barrot est le secrétaire général avec pour thème un mouvement pour un projet social. L'université pour un métier, l'UNEF au service de tous les étudiants. Tels ont été les 2 thèmes majeurs du 61e congrès de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, un congrès qui s'est terminé aujourd'hui à Nanterre. L'histoire de ce syndicat d'étudiants est très mouvementée. L'UNEF est resté en effet très fort chez les étudiants jusqu'en mai 68, en particulier lors des événements d'Algérie. Mais depuis 68, ce mouvement a subi plusieurs fractionnements. Actuellement, la tendance majoritaire exprime des idées proches des thèses du Parti communiste,
D'après les dirigeants, l'UNEF regroupe près de 35 000 étudiants. Un nouveau président a été élu cet après-midi, René Maurice, anciennement secrétaire général. C'est donc lui qui aura la charge de réclamer l'action dans les universités, comme en ont décidé les délégués. Sur les conditions de vie des étudiants qui sont dramatiques, et essentiellement sur la volonté qui se dégage massivement chez les étudiants d'obtenir à une université qui les prépare à un métier et une réelle formation professionnelle. Autre décision, l'UNEF participera à la manifestation du 6 décembre, décidée par les organisations de gauche. Le Conseil national du PSU s'achèvera demain avec l'élection du nouveau secrétaire général. Michel Rocard ne se représentant pas, Robert Chapuis, actuellement secrétaire national, a toutes les chances de lui succéder. Aujourd'hui, un premier vote est intervenu sur le pacte d'unité populaire, proposé par le Bureau national sortant. Ce vote est favorable. Un référendum original à Villeneuve-le-Roi. La municipalité a demandé aux habitants de se prononcer sur un projet de lutte anti-voûte. Ce projet prévoit l'insonorisation des avions. Nous commençons par notre Père, pour bien signifier qu'il est le Père de l'humanité de tous les temps, le Notre Père. Le père de l'Abbey a 73 ans. Ingénieur de formation, ce Parisien d'origine a choisi la prêtrise et depuis 23 ans, il vit à Chauzet, une poussière d'îles et d'îlots à 15 km au large de Granville. Chauzet, c'est un paysage de granit battu par le vent, avec ça et là, posées sur la lande, les petites maisons blanches des 23 personnes qui vivent en permanence sur la plus grande des îles, 150 hectares. Sur cette île où il n'y a pas de route, donc pas d'automobile, aux deux extrémités, le château et le phare. Moi-même, quand je reviens de Granville, que je vois toutes ces îles bien dorées par le soleil, on est toujours impressionné. Est-ce que la vie est dure ici? Oh, personnellement, je ne la trouve pas plus dure qu'ailleurs, n'est-ce pas? Le tout, c'est de l'envisager avec l'esprit qui convient. Et quel est cet esprit? Eh bien, l'esprit de bien aimer la nature, d'être amoureux de Chauzet, d'aimer un peu la solitude. La solitude, elle commence lorsque les derniers touristes, ils étaient 60 000 cette année, quittent l'île fin septembre. Restent les pêcheurs qui vont chaque jour avec les marées poser les casiers à homards, pêcher les crevettes ou ramasser les prêts. Ici, le père de l'Abbey a tous les pouvoirs, spirituels et temporels. 3 fois par semaine, quand la mer le permet, le bateau apporte le ravitaillement. C'est le seul contact avec l'extérieur. Et quand cela va mal, on appelle l'hélicoptère de la protection civile pour évacuer les malades vers Granville. Prêtre, maître d'école laïque, pharmacien, infirmier, le père de l'Abbey s'occupe également du bureau de tabac installé dans le presbytère. Et le soir, il retrouve les pêcheurs pour une veillée au coin du feu. Il y avait l'exposé l'hiver dernier, la peinture, tout ça. Hein, il y avait un joli tableau. Eh bien, j'ai pas pris mes lunettes, c'est toujours la même chose. Quand tu ouvres quelque chose, tu sais, c'est tellement écrit pas, hein, tous les machins. Mais vraiment, dans le temps, voir les bateaux manœuvrer, c'est bien. Hier soir, le père de l'Abbey a pris le bateau pour Granville. Il emportait la Vierge de Chauzet pour participer ce matin à Granville à la fête des pêcheurs. Nous vivons dans un monde dur et c'est le moins qu'on puisse en dire. Au Chili, les procès des partisans de l'ancien régime continuent. Cette semaine, 49 prisonniers accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État chilien passeront en conseil de guerre à Talcahuano, un port à 500 km au sud de Santiago. Le commandement militaire estime devoir prendre la peine de préciser qu'on a pris grand soin de respecter les droits des accusés
qui seront tous défendus par des avocats, soit commis d'office par le tribunal, soit librement choisis par les détenus. Nous vous avons présenté hier le premier volet de nos reportages sur le Chili, bilan politique, 3 mois après le renversement du président Allende. Voici un deuxième volet ce soir, bilan économique. 3 ans, ces hommes d'affaires n'ont pas participé activement à la vie du Chili. Pour certains, ils ont même contribué au pourrissement de l'économie chilienne pendant le règne de l'unité populaire, apportant ainsi la caution nécessaire aux putschistes du 11 septembre. Il n'y a plus de file d'attente devant les boutiques et les magasins de Santiago. Les prix ont changé, eux aussi, au nom de la vérité, et ont rejoint d'un seul coup ceux de l'ex-marché noir. Certes, il n'y a plus pratiquement de pénurie au Chili, sauf dans les escarcelles des couches les plus basses de la population. Le minimum vital a beau avoir été augmenté, les gratifications se succédaient en ces mois de fin d'année, il reste que ces salaires sont loin, très loin, des sommets atteints par les prix des produits de consommation courante. Et cela risque de durer un certain temps. La viande de bœuf, par exemple, a pour ainsi dire triplé, et seule une minorité de la population peut se permettre d'en acheter de façon quotidienne. Les grands propriétaires tiennent à nouveau le haut du pavé, les ventes aux enchères recommencent à être fréquentées, mais l'ambiance n'y est pas tout à fait. L'argent, il faut le dire, commence à manquer, le temps des impôts est venu, et les nouveaux dirigeants ne seront peut-être pas aussi tolérants que leurs prédécesseurs marxistes. Quoi qu'il en soit, la machine économique paralysée au dernier mois du régime Allende par la grève des transporteurs s'est remise à fonctionner à travers tout le Chili. À Valparaiso, où auparavant on ne voyait décharger que de rares navires, jamais l'activité portuaire n'a été aussi grande. Il faut dire que les crédits internationaux affluent de nouveau et les importations peuvent se faire désormais plus commodément, d'autant plus que la récente hausse du prix du cuivre apportera au Chili un surplus de devises considérable. Et le pays en a grandement besoin. Le mot d'ordre de la junte, pour l'instant, c'est la reconstruction. Pour cela, on fait un large appel aux dons des commerçants, des industriels et des particuliers partisans du nouveau régime, comme ici à la Banque centrale de Santiago. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour qu'on me donne ma bague de mariage. Et c'est de mon mari aussi, qui est mort. Alors, c'est pour mon pays que nous aimons. Et ici, qu'est-ce qu'on va vous donner en échange? Ouais, on me donnera une bague de cuivre. De cuivre. Oui. Le cuivre, c'est un peu le symbole du Chili. C'est le symbole du Chili. À cette petite cérémonie présidée par le général Cano, bien des dames de la bonne société ont échangé leurs alliances de mariage en or contre de simples bagues de cuivre. L'exemple étant donné par la femme même du général Pinochet, chef de la junte. Un chapelain a béni ces bagues, modestes certes, et pourtant très symboliques. Ces dons ne suffisent certes pas pour remettre sur les rails l'économie chilienne. Comment y arriver alors? Voilà ce qu'en pense M. Sali, le président de l'association patronale Fomento Fabril. Quelques entreprises ont perdu 10 fois leur capital. Alors justement, une des questions qu'on se pose maintenant, c'est comment pourrons-nous entreprendre l'étape qui commence? Oui, enfin, les crédits qui arrivent de partout. Les crédits arrivent, justement. Nous avons une mission financière qui vient de Washington pour faire une enquête des besoins de capital d'exploitation et pour aussi remettre les plantes et les usines. Peut-être qu'à ce moment-là, ces industries qui ont perdu 10 fois leur capital récupéreront 10 fois leur capital. Non, je ne crois pas, parce que cela va être assez réglé. Vous savez, ça ne sera pas si facile. Mais malheureusement, ce pays, n'est-ce pas, qui a été une démocratie pendant 150 ans, n'est-ce pas, les partis politiques ont proliféré, n'est-ce pas, et finalement, tout le monde ne faisait que de la politique, de parler le jour entier de la politique. Les fabriques, n'est-ce pas, n'avaient que des réunions politiques, des assemblées politiques. Alors,
pas de travail, tout le monde, c'était le sujet tout à fait à la mode. Personne, n'est-ce pas, réellement s'occuper d'une autre activité que la politique. Le Chili ne connaît évidemment plus les mêmes problèmes et pour cause, les partis politiques, les syndicats, le Congrès sont interdits. Mais il appartient aux nouveaux dirigeants du pays de démontrer aux Rotos, l'homme du peuple, qu'ils ne seront pas sacrifiés au veau d'or de la libre entreprise. Écoutez cette voix. C'est celle de Dominique Guillet, seconde victime de la course, emporté par une lame alors qu'il se trouvait sur l'océan Indien, dans un secteur où la mer est toujours creusée par un vent violent. C'était l'un des deux capitaines du 33, le bateau de 24 heures sur la une, qui participe à la course en voilier autour du monde. Il nous parlait pour la dernière fois. On a vraiment des impressions fantastiques. Ça fait peur, mais c'est grisant et c'est beau à la fois. Georges Pernou, vous étiez à bord du bateau de 24 heures sur la une, vous connaissiez tout le monde. Qui était Dominique Guillet? Dominique Guillet, c'est un Angevin de 27 ans. Il fait du bateau depuis des années. Il a participé à la course Le Caprio avec Tabarly et c'est là qu'il a connu Jean-Pierre Millet. Il avait absolument tout mis dans cette course. Enfin, si vous voulez, pour lui, c'était l'avenir qui s'ouvrait. C'était la deuxième fois qu'il était skipper d'un bateau. Il est parti avec cette bande de copains. Si vous voulez, pour lui, c'était tout. En plus, si vous voulez, par les grands skippers de voile, il est quand même reconnu comme un excellent marin, puisque même Tabarly disait que c'était l'équipage du 33 qui craignait le plus. Et si vous voulez, c'est effrayant dans cette nouvelle, parce que c'est un jeune, c'est certainement le plus pur de tous les gars qui se sont embarqués dans cette course. Alors la question la plus importante qui se pose est de savoir si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce qu'un accident pareil pourrait se renouveler? Bien sûr, c'est déjà la deuxième fois que ça arrive, puisque sur le Tauranga, bateau italien, il y a déjà un homme qui est tombé à la mer, un Anglais. Seulement, si vous voulez, sur un bateau, vous avez 10 000 possibilités de tomber à la mer. Parce que vous êtes appelé sur le pont des milliers de fois, pour des fois des tout petits problèmes, mais des fois des gros problèmes. Si par exemple vous êtes obligé de monter en tête de mât par le temps qu'il fait dans l'océan Indien, il ne faut pas oublier que l'océan Indien est un des océans les plus dangereux qui soit. Est-ce que Dominique craignait un petit peu un tel accident ces derniers temps? Mais écoutez, un accident, on y pense toujours, on est sans cesse en train d'y penser, mais il s'avère que même des gens qui avaient leur harnais, comme sur Tauranga, sont partis à l'eau. Le problème, c'est que nous n'avons aucun détail de l'accident pour l'instant. Alors la vie à bord, à présent, je pense, va être difficile, plus difficile. Il faut quand même penser que les 7 personnes qui restent à bord ont encore 3 semaines à vivre ensemble en pensant à l'accident. Sur la scène du théâtre de l'espace Pierre Cardin, une femme. Elle vient de gagner 1 million de timbres-primes et va décider de fêter ce joyeux événement en invitant ses sœurs, amies et voisines à une partie. Il y aura donc là des jeunes filles, des moins jeunes, des filles tout court, des mères, des belles-mères, des grands-mères, des sœurs et des belles-sœurs. En tout, sur scène, 15 femmes âgées de 18 à 93 ans. Cette pièce qui s'appelle précisément Les Belles-Sœurs est l'œuvre d'un auteur québécois de 30 ans, Michel Tremblay. Elle est l'occasion pour nous de découvrir ce qu'est le jeune théâtre du Canada français, mais aussi ce que sont les Québécoises, encore que les choses aient, paraît-il, changé depuis quelques années. Le problème des belles-sœurs, c'est justement l'incommunicabilité des Québécoises. Le fait que des femmes pendant 200 ans en ont été réduites au silence. Pas seulement des femmes, d'ailleurs les hommes aussi, je pense bien. Mais surtout les femmes n'ont eu rien à dire. Elles menaient tout peut-être parce que c'était des génératrices. Je veux dire, ils faisaient les enfants sans maudire, en éplés des deux façons. Alors qu'elles auraient peut-être voulu faire autre chose, mais elles n'avaient pas le droit. Là! Les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières, les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières. Et vous avez l'impression que ça a changé, ça, non? Oh, très certainement. Je veux dire, au Québec, en ce moment, il y a une vigueur, une vie extraordinaire du fait qu'on découvre qu'on a un pays. Je veux dire, le pays du Québec est un pays qui existe, qui est vivant. Lundi, dès que le soleil a commencé à caresser de ses rayons les petites fleurs dans les champs, et que les petits oiseaux ont ouvert leurs petits becs pour lancer vers le ciel leurs petits cris,
Je me lève puis je prépare le déjeuner. Le déjeuner, des toasts, du café, du bacon puis des œufs. Les Québécoises, elles sont belles. Bien, forcément, on doit être très, très belle parce qu'on a tellement de sang différents dans les veines. On est hybride. On a du sang indien, du sang anglais, du sang irlandais, du sang écossais, du sang gallois, du sang français, normand, tout ce que vous voulez. Alors, ça fait des races belles et fortes, je pense. On a les pommettes saillantes. Midi arrive sans que je le voie venir. Puis les enfants sont en maudit parce que j'ai rien préparé pour le dîner. Je leur fais des sandwichs au bellonné. Je travaille toute l'après-midi. Le souper arrive, on chicane. Mais le soir, on regarde la télévision. Vous n'avez pas l'air malheureuse, vous? Ben alors là, ça dépend. Si vous me parlez à moi comme personnage, je suis très malheureuse, mais moi, Monique Mercure, la personne, je suis très bien dans ma peau, merci. Je travaille. Mesdames et messieurs, notre édition est terminée. À 24 heures dernière, vers 23 heures, Jacques Hébert vous donnera les dernières informations de la soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.